Oui, je vous salue encore lorsque nous revenons à notre séance. Dans la séance précédente, nous venons de parler du counseling d'une manière générale, définition, objectif, les buts et tout ce qui se passe pendant la séance de counseling, y compris la procédure. On vient de parler du counseling individuel. Maintenant, dans cette séance, nous voulons parler du counseling en groupe. Comme j'ai dit, il y a des moments où on peut écouter seulement une personne, il y a des moments où on peut écouter plusieurs personnes à la fois. Alors le counseling en groupe, c'est le counseling où une personne ou plus aide un petit groupe de clients ensemble ou au même moment. Là, c'est le counseling en groupe. Et comme nous voyons là-bas, il y a des gens qui sont ensemble, on peut être 5, même au-delà. Le counseling en groupe, c'est un processus de rééducation qui amène les clients à être conscients des faits qui s'étaient passés dans le passé et ce qui se passe dans le présent. Le counseling en groupe avait commencé lorsqu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient avoir une assistance psychologique alors que le nombre de cas-là était très réduit et limité. C'est ainsi que les cas-là et les psychiatres avaient résolu qu'il faut parfois aider les gens au même moment et cela a donné de bons résultats et c'est comme ça que la méthodologie a continué. Quel est le but du counseling en groupe? En fait, le counseling en groupe a le but de guérison en groupe. Donc, le but, c'est la transformation de la façon de se comporter et de la façon de penser. Pendant le processus du counseling en groupe, les membres du groupe doivent apprendre à mettre confiance en soi-même et aux autres. On ne peut pas rester avec les gens avec lesquels on ne met pas confiance. On doit parvenir à la connaissance de soi-même et développer un sens de connaître son identité. Dans le counseling en groupe, chaque membre doit augmenter le sens d'acceptation de soi, de confiance et de respect de soi afin d'avoir une autre façon de considérer tout ce qu'ils vont discuter ensemble. Il y a beaucoup d'étapes, on apprend les uns des autres. Donc dans le counseling en groupe, chacun donne sa contribution et chacun reçoit la contribution de la part des autres parce qu'il n'y a pas seulement le dirigeant du groupe qui aide, mais chaque membre du groupe est là pour contribuer à cette assistance. Quels sont les avantages du counseling en groupe? Les avantages, il y a des avantages et des inconvénients. Nous parlons des avantages. Ça économise le temps et l'argent. Par exemple, au lieu d'être avec une personne pendant des heures, je peux être avec 5 personnes pendant ces mêmes 2 heures et ça va donner de bons résultats. Donc ça nous aide à économiser le temps et l'argent. Si peut-être avec une seule personne, je pouvais dépenser autant d'argent pour mes déplacements, la communication, mais le counseling en groupe va réduire ces moyens-là. Le counseling en groupe aide les participants à explorer les voies de bien être avec les autres. Le moment qu'on est en train de faire des interactions, de se parler, de répondre, ils apprennent aussi de ces autres-là. Donc, beaucoup de choses que les clients ne connaissaient pas quand il était seul, il peut apprendre ça des autres. Quelles sont les faiblesses du counseling en groupe? Cette guérison à travers le groupe a quelques limites. Il y a des secrets personnels que quelqu'un peut ne pas être capable d'exprimer devant les autres. Alors là, le dirigeant du groupe ou bien les CAS-là a le devoir d'avoir parfois des contacts individuels avec les membres du groupe parce que peut-être si c'est un problème spirituel, quelqu'un fait un petit dégât qu'il ne veut pas faire savoir aux autres, ne saura pas le dire devant tous les autres. La deuxième faiblesse du counseling en groupe est qu'il y a parfois des gens qui parlent trop et qui monopolisent la parole et qu'il faut que les autres ne puissent pas intervenir. Or, les dirigeants du groupe doivent veiller à ce que tout le monde parle. Quelles sont les stratégies du counseling en groupe? Il y a le brainstorming, il y a l'étude des cas. À partir des cas, alors on peut tirer des leçons pratiques. Il y a les jeux de rôle.
les lectures, écrire, le fait d'écrire. Il y a la discussion à panel, il y a des travaux individuels, des travaux à groupe, il y a des présentations, des exposés. On peut développer même un thème à travers lequel les clients vont trouver des leçons. Donc, beaucoup de stratégies permettent aux clients d'apprendre. Parce que le Kaslinga Group, nous avons dit, il est aussi une éducation. Quelles sont les caractéristiques principales du Kaslinga Group? Donc, le Kaslinga Group a un objectif préventif et curatif. Là, c'est très principal. Donc, s'il y a des comportements anormaux qui pouvaient surgir chez certains, déjà à partir des débats, il y a quelqu'un qui peut voir ça, je ne peux plus faire parce que je trouve que ça ne mérite pas chez moi et chez les autres. Donc, et c'est curatif, donc ça guérit déjà les blessures que la personne a déjà. Voilà un peu. Il y a d'autres caractéristiques. Le Kaslinga Group implique un processus qui aide chaque personne à examiner ses pensées. Pendant qu'on est en train de discuter, il faut que chaque personne examine ses pensées, son comportement et encourager aussi les membres du groupe sont encouragés à être conscients de leurs propres sentiments, de leurs propres pensées. Le Kaslinga Group, c'est un espace d'orienter les problèmes et la manière est donnée et déterminée par les clients eux-mêmes. Le Kaslinga Group, c'est un espace d'orienter les clients vers une croissance. Donc, la façon de discuter les problèmes, la façon d'écouter, ça fait grandir la personne. Ça développe la croissance individuelle. Quand bien même on est un groupe, mais chacun trouve un intérêt d'avoir fait partie de ce groupe-là. Oui, comment on peut commencer un groupe de Kasling et comment on peut finir? Donc, nous voulons ici parler de comment débuter et comment terminer une séance de Kasling en groupe. Pour commencer, une séance de Kasling en groupe, il y a d'abord beaucoup de choses qui doivent contribuer quand on commence. Parce que le début, c'est le début qui fait que la chose puisse attirer les gens. Quand on a mal commencé, là on risque de dégoûter les gens et les gens risquent de ne plus venir si on a mal commencé. Donc le dirigeant du groupe, lorsqu'il a déjà réuni les gens, il doit se poser la question par où commencer. Alors, en répondant à cette question, il est important que les dirigeants soient capables de faciliter les membres à être impliqués. Les membres à être impliqués, et cela à partir de certaines questions, la façon dont il va s'adresser à ces membres-là, peut-être avec respect, à leur montrant qu'il faut aussi contribuer, il n'est pas lui seul à faire quelque chose. Donc cela va attirer les gens tout en sachant qu'eux aussi vont faire quelque chose. Il faut faire une ligne de conduite pour qu'il n'y ait pas de désordre. Alors le CAS là, où le dirigeant du groupe va orienter le groupe à faire une ligne de conduite dans ce groupe-là. Il peut leur demander quelles sont leurs attentes aussi. Quand quelqu'un vient à une séance, que ce soit une formation, que ce soit une réunion, quelles sont les attentes? Alors, le CAS va conduire les gens à donner leurs attentes, mais aussi les amener à faire confiance mutuelle, avoir confiance aux autres membres du groupe. C'est un moment où il va donner aux membres du groupe l'occasion de partager de n'importe quoi. Il peut poser même des questions par rapport aux séances qui ont précédé, s'ils sont dans une deuxième, troisième séance. Donc poser des questions d'autres séances qui ont précédé. Ça va aider les membres, faire voir si les membres du groupe sont intéressés. Quelqu'un qui est intéressé retient quelque chose. Mais quand on n'a pas été intéressé, on risque même de voir comme si la matière ne vous concerne pas. Il peut demander aux participants
de soulever les éléments de succès ou des difficultés rencontrées lors de la séance passée. Parce que si c'est une deuxième, troisième, quatrième séance, il faut que le CAS, là, ou bien le dirigeant du groupe puisse vérifier si les gens ont été satisfaits à partir de la séance passée. Ou bien quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées, les gens les évoquent pour que dans la séance présente, celle qui va suivre, le dirigeant puisse éviter les difficultés là peut-être qui ont dégoûté les clients. Les membres du groupe peuvent échanger sur ce que le groupe a été pour eux. Voilà un peu, il y a beaucoup de choses qui se font, vous allez tout lire dans les notes parce que nous avons bien dit ça. Que faire dans la dernière séance? Si nous avons planifié 10 séances, parce que ce n'est pas mal qu'on puisse avoir 10 séances, 15 séances ou même jusqu'à 60 séances. La toute dernière, qu'est-ce qu'on doit se parler? Si je ne parle pas d'autres séances du milieu. Il y a dans la dernière séance, nous sommes encore là, la dernière séance, ce qui est plus important dans la dernière séance, le CAS là doit savoir mettre le pont entre les séances et la pratique de chaque jour. Donc entre la théorie. Parfois on peut échanger des théories, on peut se parler, mais il faut poser des questions qui vont faire que le client applique ce qui a été dit, ce qui a été échangé. Le dirigeant donne aux membres l'opportunité d'intégrer ce qui s'était passé, de réfléchir sur ce qui a été expérimenté, de parler de ce que les membres peuvent faire entre la séance et les autres séances suivantes. Le CAS là va vérifier si les membres sont satisfaits par la façon dont ils sont en train de participer dans les groupes. Il va évaluer beaucoup de choses. Donc, la dernière séance, on veut mettre les points sur les i en évaluant l'efficacité de tout ce qui a été échangé. Nous voulons parler du processus du counseling à groupe, spécialement de la première et de la dernière séance, parce qu'il y a beaucoup de séances, on peut en avoir 10, on peut en avoir même plus, mais dans la première séance, il faut qu'on amène les membres du groupe à pouvoir accepter ou à s'engager qu'ils feront partie de toutes les séances. Quelqu'un ne va pas venir le jour qu'il veut et rater beaucoup d'autres séances, parce que les séances, c'est une connexion. Quand on rate une séance, on risque de rater un élément qui pourra l'aider. Alors, les dirigeants du groupe préparent les membres du groupe pour la construction des orientations. Dans la première séance, on fait des orientations, comment on va vivre pendant qu'on sera ensemble. Quelles sont les lignes de conduite qu'on pourra adopter pour que la séance ne puisse pas être désagréable à certains. Si la séance est hebdomadaire, quelle est l'heure et le jour, on fixe tout ce qu'on doit accomplir dans la séance. Et dans la séance, les membres du groupe doivent s'engager qu'ils vont se respecter mutuellement. Parce que quand quelqu'un se sent indexé, se sent mal à l'aise dans le groupe, il risque d'abandonner. Donc, c'est là qu'on doit se convenir de tout ce qui doit contribuer à rendre le groupe agréable et même curatif. Dans la première séance, quand on ne sait pas comment commencer, parfois on peut introduire par un jeu. Le jeu, parfois, il brise la honte, la peur et crée le fait de bâtir la confiance mutuelle entre les membres. Et chaque membre du groupe est encouragé dans la première séance à être prêt à partager ses histoires et ses expériences parce que ça peut aider quelqu'un d'autre. Le dirigeant peut proposer des observations qu'il lui-même va donner à ses membres du groupe. Et dans la première séance, nous voulons mettre l'accent sur la présentation. C'est la séance où chacun va se présenter
pour prise de contact, prise de connaissance. Il est préférable que chaque membre du groupe à se présentant, il puisse dire, parler même de sa famille. La personne, après avoir dit ses noms, s'il a les parents, il peut dire combien ils sont nés en famille. Il y a des différences entre les gens, juste à cause du nombre de personnes. Il y a une famille où ils sont nés 10, d'autres sont nés 15, d'autres sont nés seulement 2, d'autres 5. Donc selon le nombre, la composition des membres de famille, ça influence même le comportement des gens. Donc il faut que dans cette présentation, quelqu'un puisse dire les aspects de sa famille. S'il a vécu avec les parents, il a vécu dans une famille d'accueil. Est-ce que, si c'est une personne mariée, est-ce qu'il a des enfants ou il n'en a pas? Les enfants de quel sexe, filles ou garçons? Parce que des petits aspects pareils influencent déjà la fragilité ou la force de quelqu'un. Mais si ce sont des adolescents ou des enfants, on leur demande effectivement s'ils ont encore leurs parents. Est-ce que les parents sont encore à vie? S'il y a un parent ou les deux qui sont morts, de quelle maladie ils étaient morts? Donc, les cas-là doivent connaître ces problèmes lorsqu'ils sont dans la première séance. Alors, pendant que les clients seront en train de présenter les traumas dans les séances à venir, il peut peut-être savoir associer la grandeur, la gravité que la personne a mis sur le problème par rapport aussi à la vie passée. Parce que, effectivement, nous disons, nous allons répéter plusieurs fois que la vie du passé influence parfois la vie présente. Et si, pendant que nous sommes en train de parler du counseling à groupe, oui, après avoir écouté les présentations des gens et leurs identités, les dirigeants accueillent tout le monde pour leur mettre dans les bains. Ils permettent à chacun de saluer aussi l'autre et ça brise vraiment la distance entre les gens. Quand ce n'était pas encore la période de Covid-19 ou de confinement, quand on est dans une rencontre, c'est bon de se saluer, chacun salue l'autre et ça brise les barrières. Si je suis dans une rencontre avec quelqu'un qui a un plus grand titre que moi, peut-être je peux me sentir un peu frustré, mais lorsqu'on nous permet la convivialité, ça brise alors les écarts et ça permet aux gens de partager librement entre eux. Voilà aussi un élément très important. Le dirigeant du groupe doit rappeler ce verset important de la Bible qui dit: là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, Jésus a dit, je suis parmi eux, je suis avec eux. Il faut que ces gens se rassurent que tout ce qu'ils vont partager, discuter, échanger, ce n'est pas seulement dans le vide devant leurs collègues. Il faut qu'ils sachent que Dieu est là, Dieu qui écoute et Dieu qui guérit. C'est lui qui est au centre de notre counseling et surtout que nous sommes déjà de l'Église. Nous avons intérêt à faire voir la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc déjà à travers la présentation, le counselor du groupe va savoir identifier quelques problèmes particuliers de chaque membre. Il va connaître la fragilité de chacun et il va connaître aussi la force de chacun. Tout cela va contribuer dans les échanges et les interactions pendant le processus du counseling. Dans la dernière séance, que les dirigeants du groupe demandent à quel niveau les membres ont été satisfaits par toutes les séances. Oui, s'il y a eu 10 séances par exemple, est-ce que les membres ont été satisfaits par chacune des séances? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste avec une préoccupation, qui demande qu'on puisse ajouter soit 1 ou 2 séances? Tout cela, ils doivent évaluer le degré, le niveau où ils sont satisfaits, ils ont été aidés. Chacun peut dire ce qui lui a plus aidé et ce qu'il a gagné du groupe. Quel élément il trouve qu'il peut l'aider à surmonter son problème à partir de ce qu'il a rencontré dans les groupes. Les spécialistes disent, bien que normalement les séances
c'est en moyenne 10. Mais les spécialistes disent qu'on peut même aller jusqu'à 60 séances. Quand c'est 10 séances, on fait une séance par semaine. Quand c'est plus de 10 ou surtout 60, alors là, on planifie 2 séances par semaine. On peut faire une séance le mardi, une autre vendredi. C'est là que le groupe va choisir les jours qui les arrangent. Donc, là, c'est la façon d'organiser les séances, la première et la dernière. Elles sont très importantes pour l'évolution du groupe. C'est dans la dernière séance, il y a l'évaluation, on se décide du suivi. Si après les séances, on va encore faire des suivis, tout cela, nous venons d'en parler. Il y a quelques caractéristiques des dirigeants de groupe. Il doit être sentimentalement présent. Il y a des dirigeants, lui-même semble ne pas écouter ce que les gens disent. Il peut poser une question juste parce qu'il n'a pas prêté attention. Donc il faut qu'il soit sentimentalement, psychologiquement présent. Il doit avoir le pouvoir personnel d'influencer les membres du groupe. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse être influencé par n'importe quelle décision. Mais il doit développer le groupe de telle manière que les gens ne vont pas beaucoup dépendre de lui. Il faut qu'il crée une interdépendance ou une autodépendance. Donc quand la personne est déjà aidée, la personne trouve elle-même la force de pouvoir affronter d'autres problèmes qui viendront. Ce n'est pas chaque fois qu'on a un problème que je vais chez le casse là. Je vais demander, il faut un moment que le client se sente un peu responsable de comment il va gérer les difficultés et les problèmes auxquels il fait face. Le casse là doit être le modèle. Donc les participants ou les membres du groupe apprennent quelque chose de sa manière de vivre avec eux, la manière de s'adresser à eux, le respect qu'il leur donne. Ça, c'est en train de transmettre quelque chose. Donc, lui-même, il est enseignant par son propre modèle. Donc, avoir conscience de se défier soi-même. Donc, s'examiner soi-même. Le dirigeant du groupe, avant de venir diriger le groupe, il doit vraiment s'examiner pour qu'il ne vienne pas avec ces émotions qui vont mettre mal à l'aise les membres du groupe. Il y a beaucoup d'autres qualités. Je sais que vous allez les lire dans les notes. Le point suivant, après les qualités du CASLA, nous voulons parler des capacités ou la compétence pour diriger un groupe. Quelle est la compétence? Le leader du groupe efficace, il a certaines capacités qu'il doit avoir. D'abord, la capacité de l'écoute active. Il doit bien écouter. L'écoute active, c'est-à-dire en écoutant, celui qui est en train de parler ne verra pas comme si je suis distrait, va voir que je suis en train de l'écouter attentivement. Mais aussi si je pose des questions, moi le casse là, il faut que le client voit que les questions sont en rapport avec ce qu'il a dit, que la question ne soit pas hors sujet. Là, ça peut décourager parce qu'il va dire, ah, donc tout ce que je viens de dire n'a rien suivi. Tout ça décourage. Donc, l'écoute active est une qualité très, très nécessaire que ECAS doit avoir. Il doit savoir revenir à ce que le client a dit. Si je veux poser la question, j'introduis par quelques mots de ce qu'il vient de dire. Tu viens de dire ceci, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que c'est ce que tu as dit? Alors après avoir dit ça, le client peut dire oui, c'est ce que je disais. Le cas là augmente une autre question. Donc il faut avoir cette capacité de savoir revenir à quelques mots sur ce que le client a dit. Il faut savoir clarifier ce qui est dit, savoir résumer. On peut avoir passé toute une heure ensemble. Alors le cas là, pour que le client sache que le cas là a bien suivi, peut dire depuis que nous sommes ici, tu as parlé de ça, de ceci, de cela. Maintenant, donc il s'est résumé
à peu de mots ou en une minute ce qui a été raconté même pendant 1 heure. Donc, il y a beaucoup de qualités que le CASLA doit avoir. Et quand nous sommes en train de vouloir nous lancer dans cette activité, rechercher aussi à avoir ces qualités. C'est vrai, on ne peut pas avoir toutes les qualités, mais on s'efforce. Paul aussi nous a dit de nous efforcer à faire le mieux, à aller du mieux en mieux. Même si on a des faiblesses, il y a certaines qualités qu'on peut ne pas accomplir, mais alors on s'efforce aussi de surmonter ses propres faiblesses. Après avoir parlé des capacités du CASLA, nous pouvons aller à la composition du groupe. Le groupe tient compte du genre. Il y a des gens qui veulent faire les counseling lorsqu'ils sont uniquement des femmes, uniquement des hommes. Parce qu'il peut y avoir des problèmes que les femmes ne voudraient pas peut-être exposer quand ils sont avec des hommes et vice-versa. Donc il faut voir le genre. Si quelqu'un est prêt à être dans le groupe mixte, tant mieux que ce soit par son propre désir. Il doit tenir compte de l'âge. On ne va pas mélanger les enfants de moins de 15 ans avec des gens de plus de 45 ans. Là, ça ne va pas aller. Donc il faut que l'âge soit presque dans la même tranche d'âge, pas des grands écarts. Le statut social aussi. Dans le statut social, il y a des hommes, des gens qui ont des moyens financiers, d'autres peut-être qui n'en ont pas. Quelqu'un qui a des moyens financiers, quand on les met dans un groupe de gens qui semblent avoir pas de moyens, il peut avoir soit des complexes de supériorité ou une certaine considération des autres qui feront que les échanges ne puissent pas aller très bien. Donc c'est mieux de mettre les gens qui se rapprochent dans leur statut social. Il y a la similarité des problèmes. Les gens qui ont presque les mêmes problèmes, ça avance vite quand on discute les problèmes. Toutefois, lorsque les gens n'ont pas toujours les mêmes problèmes, on peut dire les femmes mariées, les hommes mariés, tous n'auront pas les mêmes problèmes. Mais il y a quand même un dénominateur commun, tous sont mariés, alors on peut discuter des problèmes, et puis en échangeant, on donnera des expériences qui aideront les uns à comprendre leurs problèmes et savoir les surmonter. Le lieu de la rencontre. Le lieu est très important, il assure aussi la confidentialité. Si tu me mets sur une route, c'est là que nous devons nous parler, alors le client ne va pas tout dire parce qu'il aura peur et crainte de toute personne qui va passer par là. Donc le lieu doit être très confidentiel, bien arrangé, bien préparé. C'est très important de préparer le lieu de la rencontre, ça contribue vraiment à l'échange. Par rapport au nombre de membres du groupe, normalement, la moyenne c'est 10 personnes. Pour les grandes personnes, ça peut aller tout au plus jusqu'à 15. Les moins âgés, adolescents, pubères, c'est de 6 à 8. Les petits enfants peuvent 3, 4, 5, 6, là ça va. Donc le nombre aussi compte pour permettre les échanges. La fréquence, est-ce que nous allons nous rencontrer 10 fois, 15 fois? Combien de minutes par séance? Tout cela, on doit les discuter et qu'on se convienne avec les membres du groupe. Il y a la fonction des membres du groupe, nous les participants, on va lire ça dans les notes. Nous allons lire dans les notes par rapport aux leaders des groupes et aux critères que le groupe doit remplir. Merci beaucoup. Et je sais qu'à partir de ces échanges, nous allons encore avoir un espace de pouvoir discuter ce que nous voulons comprendre davantage. Ça nous permettra peut-être de faire des ajouts. Mais je sais que chacun aura les notes. Vous allez lire les notes et à partir de ce que vous avez lu, vous pouvez intervenir, soit ajouter, soit poser une question. C'est comme ça que nous allons nous enrichir mutuellement. Merci beaucoup.